Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec Kyle Berkshire. C'est un ambassadeur Cobra, mais il est aussi le champion du monde actuel longue distance. À la leçon, Debbie Sava-Morel va nous parler des petites erreurs communes que l'on réalise sur les coups d'approche autour des verres. Et à la chronique Accès Physio, en compagnie de Stéphane Fournier, on parle de l'ajustement de l'équipement, mais qu'en est-il de l'ajustement de votre corps? Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. En compagnie de Kyle Berkshire, champion du monde longue distance pour 2 années de suite. Kyle, thanks for taking the time with us. Correct me if I'm wrong, but if you're not a fan of long distance, you're not necessarily aware of what's happening in that world. What it takes to make that world, the long distance, long drive, more popular out there. Yeah, I would say, Bryson coming into the fold like he has, the last couple weeks and months has been huge for us. I think the biggest thing when trying to popularize distance hitting, we just need to, it's not even about showing people the absolute outliers, the guys that swing 150 plus. It's about getting the amateurs and even guys who swing 100, if you have them in their own handicapped brackets by the swing speeds they swing at and compete against each other. It's the excitement of outdriving someone by hitting that perfect ball and getting them by a couple yards. That's what's really going to grow the sport. And I'm a huge proponent of amateur long drive and people in general just competing against other people who swing at their same speeds, trying to out-hit their peers, and I think that will help grow the sport a lot. Yeah. What brought you into the game and the long distance? So when I was playing college golf, I was probably the longest hitter in Division I by at least 10, 15 yards. And one of the tournaments I played, they had TrackMan rigged up at a couple of the holes, and my swing speeds came back in the upper 130s, and it was something they'd never seen before. And my coach, I was streaky at that point, and he believed it was a psychological thing. I was striking it great in tournaments and qualifying for these tournaments, and he thought if I had it a semester away from the game where I could still swing a golf club, have fun, decompress, because I played golf since I was 2 years old, and from the age of 12 to 20 at that time, hadn't taken a single day off completely from golf. And he thought it'd be a good way for me to decompress, get away from it. And so I entered into a qualifier after getting a long drive club, ended up winning the qualifier and qualifying for the World Championship. And so by qualifying for a World Championship, I kind of decided, okay, I'll stay in it for the summer. And then I finished 3rd at the World Championship and realized I probably would have made $80,000 to $100,000 that summer if I was a pro. So I decided to turn pro and we did another year and then went full-time in 2019 and had a really good year and just been doing it ever since. Who was your biggest influential figures back in the days, or still now? I would say my dad's done a lot to influence me. He got me, kind of encouraged me to get into it. Another one would be my college coach at North Texas, Brad Strachey. He did a lot to push me in that direction, and my teammates in general, just the people I was around at that time, saw a lot. And then just in contemporary golf, Phil Mickelson, I've watched Tiger Woods play a lot. I really love the way their mentalities are. I try to apply that to long drive. And as I'm transitioning them back into pro golf, I'm studying them even more and seeing kind of how their games differ from mine and what I need to work on. From your perspective, what would be the biggest misconception or biggest myth in terms of power, swing the club harder? I would say without question it's that you can't train speed. That is completely false. In fact, I would say speed is the most trainable attribute in golf. Honestly, I've had my golf coach, he's gone from 106 club speed to 120, and he's from the age of 47 to 50. Bryson's gone from 124, he topped out at 149 club speed at Worlds. It's simply a mix of heavy lifting, compound movements in the gym, getting stronger, eating enough to support that recovery and getting stronger in the gym, and then 3 to 4 times a week swinging as fast as you possibly can with the driver, training yourself for speed. You build your muscles up so you have a higher capability of moving yourself through space and time quicker, and then you train that by actually swinging as fast as you can. And I hope people understand that speed is by far the most trainable thing in the sport. It's not even, some people say you can't teach speed.
It's completely false. You absolutely can. So noted for everybody watching. Now the 2 times world long drive champion. What's next? You want to turn into professional world? What's your schedule looks like? So I'm going to be doing both. The plan, I have no plans on leaving long drive. I thought about it a lot because it's been on my mind at the end of each year, the past couple of years, it's been on my mind because I played college golf. I played golf since I was 2, so it's obviously been a big part of my life, and it's always in my head. A lot of my former roommates in college, one of them has just gotten his Korn Ferry card. I'm seeing a lot of my friends I grew up competing against making it out there, and like I know I can, and so I didn't want to stop long drive, but I didn't think that would be the right thing to do either. So what I've done, I've developed this kind of strategy where I'm going to delegate my energy. And the good thing about this is I don't have to have like a strict timetable to make it in pro golf. If I'm still doing long drive and I'm at the top of that, and I'm still doing my YouTube channel, my social media, I pretty much have an unlimited time horizon, so I can just steadily get better, lay a foundation step by step. Even if it's at a snail's pace, if I just keep getting better eventually, even if it takes 5 or 6 years, I believe I will get there. And the beauty of not dropping anything else is I don't feel like I'm under pressure to do it in a certain time frame. And that's really the best part about this is I know it might not be the most efficient thing for improvement, but with all these things on my plate, I've been able to find 30 to 40 hours a week to work on just my golf game, which over the course of years, if that's consistent, I believe that time will be sufficient because I have a lot of good people around me, a lot of good things going on in my life where I think the environment is very right for me to develop a world-class golf game over the next couple of years. Yeah. Kyle, thank you for your time and all the best for 2022. Yeah, thank you. It was a really good interview. Thank you. C'est le temps de passer à notre question quiz. Et encore une fois, cette semaine, Émilie, on parle d'un vénérable puisque c'est l'anniversaire de Hale Irwin. Oui, 3 juin 1945, 76 ans. Il a connu une carrière exceptionnelle. 20 victoires sur le circuit PGA, dont 3 majeures, tous des Omniums des États-Unis. 45 titres sur le circuit des champions. Et ça, c'est une marque qu'il détient encore devant l'Allemand Bernard Langer. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que plus jeune, il était doué dans d'autres sports. Voici donc la question quiz de la semaine. Quelle autre discipline sportive Hale Irwin a-t-il pratiqué dans les rangs universitaires? Est-ce A, le tennis, B, le basketball ou C, le football? La réponse, après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé quelle autre discipline sportive Hale Irwin a-t-il pratiqué dans les rangs universitaires? Eh bien, la réponse est C, le football. Et oui, Hale Irwin qui était à la fois sur l'équipe de golf et de football dans les années 60 à l'Université du Colorado. Tu sais que ce n'était pas nécessairement le gars le plus costaud de l'équipe de football. Malgré tout, en deuxième année, il a agi à titre de carrière partant, s'est retrouvé sur l'unité défensive l'année suivante. Et là, finalement, il a opté pour le golf où il a remporté 2 fois le championnat de sa conférence et également le championnat de la NCAA. Vraiment un athlète tout à fait naturel. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement en compagnie de Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. Ça va, Sylvain? Ça va très bien. Yes. On parle d'hybride cette semaine et en fait pour les deux prochaines émissions. On commence avec Callaway, la famille Rogue ST. On a 4 modèles d'hybride à offrir. Oui, on a le Rogue ST Max, on a le ST Max OS Oversize, on a le OS Lite et le fameux Rogue ST Pro. En termes de comparaison au niveau de volume, là, le Max OS et le Max OS Lite, c'est le même volume, c'est juste que la tête est plus légère. Là. Oui, puis au niveau du Max, un peu comme les fers, il y avait moins de différence au niveau des fers OS et ordinaires, tandis qu'au niveau des hybrides, on voit la différence. Quand on les met au sol, c'est que le modèle OS est beaucoup plus gros que le modèle Max. Il y avait très peu de différence, comme tu l'as mentionné, avec, sur les fers. Avec les fers, on en a parlé il y a quelques semaines. Oui. Le Pro, évidemment, plus petit, plus profilé pour le meilleur joueur. Pour le meilleur golfeur. Au niveau des technologies, des noms qu'on retrouve encore une fois dans la famille Rogue ST, à commencer par la Jailbreak, mais encore une fois, différente de ce qu'on a vu dans les boîtes de départ et les boîtes d'aller. Oui, même principe pour le hybride. On voit ici un petit jeu de trompe-l'œil, c'est qu'on voit les 2 Jailbreak ici, mais en réalité, ils sont aux extrémités de la face du bâton. Ce ne sont plus des lamelles comme l'année dernière. C'est en plein ça. Et on a aussi la Face Cup et l'intelligence artificielle qui a fait la face du bâton. Et ça, l'intelligence artificielle, ça fait en sorte que chaque face, l'épaisseur, en fait, est variable selon l'angle d'envol, selon chaque tête.
Donc, vous pouvez imaginer le nombre de possibilités chez Callaway. Une chance qu'on a l'intelligence artificielle pour pouvoir créer toutes ces têtes. Maintenant, du côté de TaylorMade, Oui. la famille Stealth, Oui. 2 modèles. Écoute, on a le Stealth ordinaire et on a le Stealth Plus, modèle ajustable. Alors, beaucoup plus d'ajustements pour les meilleurs golfeurs. Le modèle Stealth va être le plus facile au niveau de l'impact, plus facile à faire lever la balle aussi. On a 2 profils complètement différents. Là, il y en a un qui ressemble, le Stealth standard ressemble davantage à un bois d'allée, si on peut dire. Oui. Et le modèle Plus. Le modèle Plus va ressembler plus à un fer. Alors, les golfeurs qui aiment plus une plus petite tête vont prendre plus le modèle Stealth Plus pour l'ajustement. Exactement. On écoute Tomo Bystad qui nous explique le processus qui a mené à ces 2 modèles. Yeah, so this is the Stealth Plus rescue. So this one is really built on all the work that we did with tour players on the Sim 2. Obviously, we learned a lot about what people like from a flight trajectory point of view. We talked to a lot of players, average golfers as well. Obviously, the forgiveness that we need. And it's a great blend of sort of having a reasonably big face. It's not a super compact hybrid, but it does have a little bit shorter kind of front to back width, and it also has that high toe design. The high toe design really makes it set up a little bit more like an iron. So trying to bridge the gap between kind of a utility iron and a fairway wood a little bit better. The Stealth Rescue is a really interesting club because we're building on a lot of heritage from the Sim Max, especially in the Sim 2 Max, which had appeal across all player categories. If you remember, we had it on play on tour. Rory McIlroy plays the Sim Max. DJ won with it on tour. A lot of tour success with this, but at the same time, average golfers were really enjoying the high launch, easy to play performance of that club. So our job really with this one was how do we make it better for all of those golfers? How do we make it easier to play, make it more forgiving? And really the big evolution on this one is that we introduced the Carbon Crown on this product. So this is the first time we've had Carbon Crown really on a rescue club. And what that does is, it replaces weight that's up high here in a steel head. And we're really saving 7 grams of net mass that we're now positioning low, and some of it front, but a lot of it in the back of the club to kind of help launch, help the forgiveness of the club. C'est certain que plus la tête est petite, plus la marge de manœuvre est mince pour les ingénieurs. Écoute, on prend 1 gramme dans une tête de bois de départ versus 1 gramme dans une tête d'hybride. C'est pas la même conséquence. Exactement, pour le moment d'inertie et l'efficacité du bâton en tant que tel. Oui. Question en terminant, Sylvain. Pour ce qui est des hybrides, une personne se présente pour un ajustement. Comment tu fonctionnes par rapport à l'ensemble de fers qu'il a déjà ou des hybrides qu'il a déjà? Bien, je pose souvent la question que difficulté sur les fers longs, ça arrête où? Fer 4, fer 5, fer 6. Maintenant, on connaît les 7 combos à 2 hybrides. J'en fais de plus en plus à 4 hybrides et 4 fers. Le but, c'est d'avoir du plaisir avec les fers longs aussi. Si la personne se présente et elle ne sait pas trop, quelles statistiques tu vérifies pour s'assurer, bon, on a besoin d'un hybride plutôt qu'un fer? Bien, je vais regarder sur les fers longs. Exemple, c'est au côté de son impact. S'il est imprécis au niveau de l'impact, on va y aller avec un bâton beaucoup plus facile qui est le hybride. Et j'imagine aussi l'impact au sol. L'impact son au sol. incidence. Quelqu'un qui frappe le sol souvent, un hybride va plus tendance à glisser au sol. Merci Sylvain. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on poursuit les nouveautés du côté des hybrides. Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Aujourd'hui, je vous parle des coups d'approche. En anglais, on appelle ça du pitching. J'aimerais vous démystifier l'image que vous avez comme amateur, de vouloir faire lever la balle dans les airs ou de vouloir pelleter la balle. Vous avez un outil dans votre sac, OK? Que si on le met au sol et je pile dessus, regardez à quelle hauteur la balle va partir. Alors, fiez-vous à l'angle du face de votre bâton qui va faire lever la balle. C'est très, très simple. Si je fais juste brosser le gazon, la balle la lève. C'est le coup le plus facile au golf. Alors, voici 3 erreurs que j'aimerais corriger, que je vois le plus souvent. Le premier, je vois que les gens, quand ils s'installent, le haut du corps est par en arrière. Alors, regardez les épaules, comment ils sont. C'est sûr que je vais frapper en arrière, puis ça vient du fait que je veux essayer de lever la balle ou le pelleter. Alors, je vous demande, si vous regardez dans le miroir et si vous êtes croche de cette façon-là, regardez, placez vos bras droits, les épaules sont droites, les mains deviennent au centre, je m'installe et je fais juste brosser et je tourne. La balle, elle lève tout seul. Alors, enlevez l'inclinaison que vous avez par en arrière. Deuxième erreur que je vois, et que je vois très fréquent,
c'est que les gens tiennent les mains vraiment, vraiment serrées. À l'entour du verre, ça ne prend pas de la force physique. C'est un jeu de finesse. Et il faut développer la finesse en enlevant la tension dans vos mains. Alors, le petit truc, c'est que vous prenez votre main et vous allez le glisser pour que le petit doigt soit dans le vide et l'autre doigt soit juste au bout du bâton. Alors, regardez bien. Je m'installe, je glisse ma main pour que le petit doigt soit au bout. Et à ce moment-là, je vais sentir la taille du bâton. Elle va être plus pesante. Et permettez aux gravités de descendre la taille du bâton et la balle à lèvres. Alors, celui-là, ça vaut vraiment la peine de pratiquer si vous tenez votre bâton serré. La troisième erreur que je vois, souvent, c'est les gens qu'on appelle en anglais les yips. Puis ça fait pitié quand quelqu'un vient nous voir puis il y a ce problème-là. Alors, j'ai un exercice extraordinaire pour le guérir. Alors, souvent, les gens, quand ils topent ou ils frappent en arrière, c'est parce qu'ils baissent de cette façon ici. OK? Pour le guérir, qu'est-ce qu'on montrait le plus souvent dans le passé? C'est placez-vous juste sur une jambe avec le pied ici sur le bout de l'orteil. Alors, je n'ai pas de poids. Et à ce moment-là, je fais juste tourner. Ça, c'est bon, mais j'ai des gens qui n'ont pas été capables de se corriger en faisant ça. Même de cette façon ici, ils baissaient et ils ne tournaient pas. Alors, regarde l'exercice que j'ai découvert, que je trouve vraiment un des meilleurs exercices qu'on peut avoir pour les gens qui ont les yips. Prends votre pied extérieur, placez-la par-dessus. Regardez bien comment mon pied est placé. Et quand je vais faire mon coup, l'objectif, c'est d'envoyer le pied au sol et l'autre lève. C'est cette rotation ici que je fais, que c'est impossible de tomber vers arrière. C'est important, on s'en va définitivement vers le vent. Alors, je le fais en frappant des balles, comme ça, et je finis en équilibre. Très important de finir en équilibre. Alors, si vous faites une erreur, si vous frappez derrière, si vous avez les yips, si vous avez des problèmes à faire lever la balle, faites confiance aux faces de votre bâton et regardez quelle est votre erreur et utilisez un des exercices que je viens de vous démontrer pour vous améliorer. Bonne pratique! La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. En compagnie de Stéphane Fournier, président d'Accès Physio, et également physiothérapeute. Stéphane, un premier sujet hyper intéressant, l'ajustement du corps. On parle d'ajustement du bâton, de l'équipement, mais celui du corps est tout aussi important, sinon plus. L'élan est tellement complexe au golf, Jean-Sébastien. C'est important d'aller vérifier si on a ce qu'il faut pour le faire. Est-ce qu'on est physiquement prêt pour exécuter ce mouvement-là? Alors moi, il y a deux choses qui me préoccupent. C'est bien sûr la performance du golfeur et la prévention des blessures. Et pour ça, ça prend 4 choses. Ça prend une bonne souplesse musculaire, une bonne mobilité articulaire, un bon équilibre, une bonne coordination. Fait que si tu veux, on peut regarder avec l'élan rapidement à quel point ça prend certaines composantes, certains paramètres pour bien l'exécuter. Allons-y. Fait que si on y va, par exemple, avec le fameux élan arrière, regarde comment ton épaule a besoin d'aller en adduction, là. Comment on est bien pincé, une possibilité de blessure ici. Une belle rotation externe à ton épaule droite. Il faut vraiment que tu tournes à l'extérieur pour pas compenser. Tout à fait. On voit tes poignets qui ont un certain angle de déviation. Nous, lors de notre évaluation, on va vérifier si tu as tous les angles qui sont nécessaires pour l'exécution. Et la belle torsion que tu as au tronc, ça nous prend un bon 45 degrés de torsion en haut. Ton bas de corps qui, lui, va chercher un 60 degrés de rotation globale. Et ça, c'est juste l'élan arrière. Si on continue, si on continue à l'élan avant, vas-y. Alors, lors de ton élan avant, encore une fois ici, une belle supination au niveau de l'avant-bras, des beaux termes compliqués juste pour dire à quel point tu dois avoir une belle rotation externe au niveau de ton coude, alors que le coude gauche est dans l'autre position. Ensuite, tu vas continuer ton élan, continuer cette belle torsion de 45 degrés au tronc, de 60 degrés au niveau du bas du corps, ton genou qui est en torsion.
Fait qu'on voit à quel point, si tu continues encore cet élan-là, encore de la rotation externe à l'épaule gauche et de ce mouvement-là extrême à l'épaule droite. Fait que c'est complexe, l'élan de golf, et puis est-ce que le corps est prêt à exécuter tout ça? Et en clinique, ça peut ressembler à quoi? À combien de temps? Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'exercices à faire. Fait qu'on va d'abord procéder à l'évaluation pour voir si tous les composantes sont au rendez-vous. Et ensuite, selon ce qu'on a trouvé, c'est un manque de mobilité articulaire. En thérapie manuelle, on va travailler ce manque de mobilité articulaire. C'est un manque de souplesse musculaire. Je vais bien sûr travailler avec des techniques de relâchement musculaire pour gagner la souplesse. Les exercices à la maison vont tellement être importants pour responsabiliser les gens à eux-mêmes, gagner leur souplesse. Et là, on parle ensuite d'équilibre, de contrôle moteur, encore des exercices qu'on va devoir adresser pour s'assurer que tu es stable lors de l'exécution de ton mouvement de golf. Ces exercices-là vont permettre justement de boucler la boucle du plan de traitement. Je le mentionne souvent à mes élèves lorsque je leur enseigne. Oui, il y a les leçons, mais c'est le travail entre les leçons. Donc, c'est le travail entre les séances avec le physiothérapeute qui porte ses fruits, là, finalement. Là. En médecine du sport, on aime travailler en équipe, Jean-Sébastien. Le physiothérapeute en collaboration avec l'instructeur et bien sûr le patient, le golfeur, vont ensuite ensemble déterminer d'un plan d'action. Toi, le coach, tu vas bien coordonner le mouvement. Moi, je vais m'assurer que le corps est prêt. Et s'il y a des blessures qui apparaissent durant la saison, ça va être de les adresser pour s'assurer que ça ne s'en va pas en aggravation ou en compensation. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on enseigne un mouvement et la personne n'est pas en mesure de l'exécuter. Alors là, ce n'est pas nécessairement un manque de compréhension, ça peut être une limitation. Et c'est là que le travail professionnel physiothérapeute peut être hyper important. Ouais, cette réévaluation-là en clinique, en début de saison ou à n'importe quel moment de la saison, va nous permettre justement de s'assurer qu'on est prêt à exécuter et à ne pas se blesser. À quoi s'attendre en termes de temps pour l'évaluation? 1 heure, une bonne heure et demie, faire le tour éventuellement de chacune des composantes. Merci Stéphane. Plaisir. Ben voilà, c'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. À notre prochain rendez-vous, on rencontre un ex-hockeyeur maniaque de course automobile, Patrice Brisebois. À la leçon, Johan Benson va nous donner quelques trucs pour réaliser les coups lobés parfaits et ô combien satisfaisants autour des verres. Et à la visite, on se tourne du côté de la vallée du Richelieu. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.